Bien, donc oui, effectivement, moi, je suis enseignant-chercheur à Paris 1 et je travaille sur les questions de prélèvement obligatoire, de fiscalité et de redistribution. Et donc, sur la base d'une série de travaux qu'on a réalisés avec des collègues au LIEP, qui est le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po, j'ai essayé de voir comment est-ce que nos travaux de recherche pouvaient contribuer à réfléchir à la question que vous posiez et qu'on me posait, c'est-à-dire la justice sociale peut-elle passer par les politiques socio-fiscales? Et donc, du coup, ce que je vais vous présenter, alors, je priorise de faire des trucs un tout petit peu techniques. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pas très compliqué. Mais nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on mesure des indices de redistribution. Et donc, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails de la mesure parce que vous allez voir que parfois, les réponses qu'on donne, elles sont relatives aux méthodes qu'on emploie et aux données qu'on mobilise. Et peut-être qu'avec d'autres méthodes et d'autres données, on arriverait à des réponses un peu différentes. Donc, je vais essayer de répondre à la question tout en vous montrant la démarche qu'on utilise. Je vais commencer par changer de question. En fait, il me semble que c'est une question qui est très à la mode en ce moment dans les recherches sur la redistribution et même dans les débats internationaux qui attirent l'attention, y compris de gens qui ne sont pas spécialistes de ça. Mais on pourrait se demander, est-ce que finalement l'impôt progressif, c'est la question centrale si on veut mettre en place la justice sociale, si on veut réduire les inégalités? Alors, les inégalités, premier élément, quand je vais parler d'inégalités, là dans le cadre de cette présentation, je vais parler d'inégale distribution du niveau de vie. Et donc, je vais parler de revenus et du revenu disponible pondéré par la taille du ménage. Et donc, je vais provisoirement laisser de côté la question extrêmement importante du patrimoine. Puis, il y a d'autres dimensions dans les inégalités. Il y a bien sûr les inégalités de santé, les inégalités éducatives qui reviendront par la fenêtre, mais un peu plus tard. Donc, pour l'instant, je me demande si on veut réduire l'éventail des revenus au sein d'une population et donc arriver à une société plus égalitaire au résultat, au moment du revenu disponible, est-ce que finalement, toute l'attention doit se porter sur la fiscalité progressive? C'est une question un peu intéressée. C'était un peu pas que la mienne d'ailleurs, mais la réaction de beaucoup de gens sur un certain nombre des travaux de Thomas Piketty. Évidemment, cette question des inégalités et de la redistribution a été très fortement réactivée par ces travaux, par les travaux d'Atkinson, etc. Et peut-être qu'il y a une dizaine d'années, on avait le sentiment que l'accent était mis essentiellement sur la redistribution et dans le cadre de la redistribution, essentiellement sur l'impôt progressif. Vous vous rappelez peut-être d'un petit livre pour une révolution fiscale qui est paru en 2010 ou 2011 où on montrait que l'impôt en France n'était pas parfaitement progressif, qu'on pouvait faire des améliorations, etc. En fait, tout ce que je vais vous présenter ici vise à dire que effectivement c'est un sujet, mais que c'est peut-être pas par hiérarchie des priorités le sujet central si on veut une société égalitaire. Alors, les questions de recherche qu'on a mobilisées dans ces travaux, un tout petit mot sur les méthodes. En gros, il y a 6 ou 7 ans, avec Elvire Guillot, quand on a lancé ces travaux de recherche sur la mesure des inégalités et de la redistribution. Du coup, pour se demander dans quelle mesure la fiscalité contribuait ou pas à la justice sociale, la fiscalité et les transferts, on avait un certain nombre de questions en tête. Une première question, elle nous venait quasiment de la sociologie, des travaux de Corpi et Palme, qui sont deux sociologues, qui avaient mis en évidence l'idée d'un paradoxe de la redistribution. Cette idée-là, elle est assez connue, c'est l'idée de dire que les dépenses sociales, si un État concentre trop ses dépenses sociales sur les plus démunis, il finira par mettre en place un système qui a peu de soutien politique et y consacrer peu de moyens. Et au final, en concentrant les moyens sur celles et ceux qui en ont le plus besoin, finalement, on finit avec un système peu financé et peu redistributif. Et dans des travaux importants, Corpi et Palme avaient montré qu'en fait, un système très inclusif au sens où les prestations sociales concernaient toute la population pouvait parfois réduire davantage les inégalités qu'un système ciblé sur les plus modestes.
Donc, on voulait réexplorer cette question-là en se disant, est-ce qu'il y a toujours un paradoxe de la redistribution? Est-ce que si on veut réduire les inégalités, il faut dépenser beaucoup ou cibler sur les plus modestes ou un peu des deux? Deuxième question, c'était de se demander, en comparaison internationale, qu'est-ce qui met le mieux? On a des pays qui sont plus égalitaires que d'autres. Finalement, sur quoi ils s'appuient? Est-ce que c'est plutôt la fiscalité? Est-ce que c'est plutôt les transferts sociaux? Ou alors, est-ce que c'est plutôt un marché du travail qui produit peu d'inégalités au départ? Et pour répondre à ces questions-là, notre méthode, ça a été d'utiliser une base de données qui nous paraissait la meilleure à l'époque, c'est-à-dire les données du Luxembourg Income Study. En gros, c'est une base de données très facilement accessible aux chercheuses et aux chercheurs, basée au Luxembourg et qui agrège des données sur le revenu des ménages et les composants du revenu des ménages de plein d'enquêtes nationales et qui cherche à les harmoniser. C'est un peu particulier, ce n'est pas une grande enquête nationale qui est la même dans tous les pays, comme ce que produit Eurostat, mais c'est pour tous les pays du monde, on va essayer de chercher une bonne étude sur le niveau de vie et le revenu des ménages et l'agréger. Et donc, on va avoir pour chaque pays et un grand nombre d'années, 4 000, 5 000, 10 000 observations de ménages avec les composants du revenu. Et donc, on a travaillé sur ces données-là pour essayer de répondre à une série de questions. Et quand je dis nous, on est très nombreux, ça demande beaucoup de temps de travail et notamment de traitement des données. Et donc, c'est des travaux qui ont été menés avec Elvire Guillot pour l'ensemble, mais après, selon les projets, avec Mathieu Holkers, Victor Amoureux ou Julien Blasco. La démarche est la suivante. Ce n'est pas particulièrement original. Hein, et donc d'abord, c'est une démarche comptable qui consiste à recréer une image de avant redistribution, après redistribution. Et donc de savoir d'où on part et où on arrive par les systèmes de redistribution, les impôts et les transferts sociaux. Alors c'est une démarche un peu grossière, mais qui permet de dégrossir le paysage. Je le dis tout de suite, elle fait l'impasse sur quelque chose d'important, qui sont les questions d'incidence fiscale ou les questions d'effet de comportement. Dans une démarche comptable comme celle-là, mais c'est ce que font la plupart des gens, vous êtes obligé de supposer que tout l'impôt sur le revenu est payé par les ménages, que toute la TVA, si on inclut la TVA, va être payée par le consommateur, alors qu'en économie, on sait très bien que la TVA, elle est partagée selon les cas entre le consommateur et le commerçant. Et donc, la démarche est la suivante. On a un revenu avant redistribution qui est le revenu du capital, le revenu du travail et, on pourra en reparler, les retraites. Ça, c'est le avant. Et puis, à ce revenu avant redistribution, on va rajouter les transferts sociaux, qui sont tous les transferts en espèces, y compris le chômage, sauf les retraites, donc les allocations familiales, les minima sociaux, etc. On va enlever les prélèvements obligatoires. Alors, les prélèvements obligatoires, ici, ça sera l'impôt sur le revenu, la CSG et les cotisations sociales employeurs et employés. Et on va arriver au revenu disponible. Et puis, si on veut aller un pas plus loin, on pourra corriger le revenu disponible des dépenses de TVA, parce que la TVA est un impôt important en volume et dont on dit souvent, à raison, qu'il est régressif. Et donc, pour tous nos pays, on fait cette démarche-là pour mesurer qu'est-ce qui réduit, qu'est-ce qui augmente les inégalités. Et donc, je vais essayer d'aborder 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui compte le plus, entre guillemets, qu'est-ce qui discrimine le plus les pays entre eux? Est-ce que c'est la redistribution, c'est-à-dire le système fiscal, un impôt plus ou moins progressif, par exemple, ou alors est-ce que c'est la répartition primaire, c'est-à-dire le marché du travail et la répartition capital-travail? La deuxième question, c'est si on se focalise sur la redistribution monétaire, donc ce qui nous fait passer des revenus primaires à notre revenu disponible, qu'est-ce qui joue le plus pour réduire les inégalités? Est-ce qu'il y a toujours un paradoxe de la redistribution? Est-ce que c'est plutôt les impôts ou les transferts? Et puis la troisième question, j'espère que la réponse va vous plaire, c'est que de manière générale, ce qu'on trouve, c'est que si on veut réduire les inégalités, le plus important est d'augmenter les impôts et de payer des profs. Je caricature un petit peu, mais on va trouver une forme d'arbitrage entre progressivité et recettes publiques, et un haut niveau de recettes publiques permet de financer
des prestations en nature, et notamment des prestations de santé gratuite ou d'éducation gratuite, qui, ça dépend comment on les compte, mais réduisent très fortement les inégalités, parfois même encore plus que les transferts directs. Et donc, je vous propose de naviguer au fil de ces 3 questions. Alors, première question, répartition primaire ou répartition secondaire? Ça, c'est une question importante parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment la réponse, mais je vous dirais quelle est la nôtre, mais on n'est pas les seuls à la donner, mais ce n'est pas encore clair dans la tête de tout le monde. En gros, le dilemme est un peu le suivant. Est-ce qu'il vaut mieux, dans une société donnée, laisser se créer des inégalités efficaces par le marché du travail et le marché du capital, si on prend les théories standards en économie, comme les individus ont des productivités différentes, il est normal, pour que le marché du travail aille à son optimum, de laisser se développer des inégalités de salaire, parfois très importantes, et d'avoir une rémunération du capital qui peut être parfois très élevée. Et ce que nous dit la théorie la plus basique, c'est de dire ce laisser faire là, il est efficace parce qu'il va permettre la meilleure allocation des ressources possibles. En gros, c'est le discours, il vaut mieux créer de la richesse pour ensuite redistribuer. C'est une déclinaison politique du discours qu'on entend assez souvent. Si on caricature, ça donne le ruissellement, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la caricature. Ça, c'est la première position, et c'était un peu la vision dominante en économie, à mon avis, il y a 10 ou 20 ans. Et puis l'autre vision, ça serait de dire, non, en fait, si on veut une société égalitaire, il faut d'abord empêcher les inégalités de se créer, parce qu'une fois qu'elles se sont créées, l'énergie redistributive ne sera pas suffisante pour les réduire. Et aujourd'hui, c'est plutôt le résultat auquel on arrive. Alors, je vous ai mis 2 graphiques. À gauche, vous avez un graphique que j'ai piqué à The Economist, puisque c'est facile de taper sur The Economist, mais en fait, c'est des données de l'OCDE. Et puis à droite, c'est un extrait d'un des articles qu'on a publié avec Elvire Guillot et Mathieu Holkers, qui s'appelle « Les 4 leviers de la redistribution ». Alors, ces 2 graphiques racontent 2 histoires extrêmement différentes. L'histoire de gauche, elle est facile à comprendre. Vous avez les coefficients de Gini avant redistribution, en rouge, et après redistribution, en bleu. Alors, si on regarde après redistribution, on a une image qu'on connaît. Les États-Unis ont un coefficient de Gini assez élevé. Le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne, élevé aussi, mais un peu moins, comme l'Espagne et l'Italie. Et puis l'Allemagne, la France et la Suède sont des pays relativement plus égalitaires. Ouais. Donc ça, c'est une image qu'on connaît. Mais si on regarde avant redistribution, on a une image qui peut apparaître un peu bizarre, où tout le monde est quasiment sur la même ligne, sauf la Suède, et où la France se retrouve à être plus inégalitaire que les États-Unis. Genre de résultat à faire sursauter beaucoup de monde, et notamment du côté de l'INSEE. Et puis même si on a en tête même des enquêtes qualitatives, économiques, etc., c'est quand même un petit peu difficile d'admettre qu'avant redistribution, les inégalités seraient au même niveau en France qu'aux États-Unis. Et pourtant, ça, c'est un résultat qu'on trouve très fréquemment parce qu'il s'appuie sur des données de l'OCDE. Et beaucoup, y compris des économistes, mais même des politiques, sont convaincus de ce résultat parce que c'est celui sur lequel on tombe. En gros, si on va sur le site de l'OCDE, qu'on télécharge les coefficients de Gini avant redistribution, après redistribution. Et donc, on entend souvent dire que la France a un modèle très inégalitaire, avec des inégalités incroyables, mais qu'à force de prélèvements obligatoires démentiels, elle arrive à réduire les inégalités. Et donc, des 2 côtés de l'Atlantique, on a ce genre de commentaires, y compris du côté des démocrates américains. On a parfois des commentaires sur le thème. Ce qui est le plus important, c'est justement la redistribution. Ce n'est pas la distribution primaire. À droite, vous avez un graphique qui raconte exactement l'histoire inverse. Donc, je vous ai dit, on a fait des étapes avant redistribution, après transfert et après transfert et impôt. Donc, le avant redistribution, ici, c'est la barre sombre. C'est toujours le coefficient de Gini, donc c'est la même échelle. Et après redistribution, c'est la barre la plus claire. Donc, avant redistribution, c'est le revenu du travail, y compris les cotisations sociales employeurs qu'on considère comme étant le revenu du travail, les revenus du capital, même si on en manque une partie dans ce type de données, on n'a pas les super riches, et puis les retraites qu'on a mis là également. Et quand on regarde ça comme ça, on voit bien que la redistribution réduit les inégalités. Par exemple, si vous êtes en Israël ou aux États-Unis, vous partez d'un revenu avant redistribution très inégalitaire, avec un coefficient de Gini au-delà de 45.
Et puis après redistribution, on a un coefficient de Gini nettement inférieur, de l'ordre de 38-39. Alors, que le coefficient de Gini ne soit pas le même que pour l'OCDE, ce n'est pas très grave parce que le coefficient de Gini il dépend un peu du jeu de données que vous utilisez. Par contre, ce qu'on voit là, on a classé les pays par niveau d'inégalité sur la dernière barre, donc au moment du revenu disponible, au point d'arrivée. On voit que ce classement, c'est quasiment le même classement qu'avant redistribution. Quelques petites exceptions, mais on va les commenter. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans une situation où la France, avant redistribution, serait aussi inégalitaire que les États-Unis, ou que le Royaume-Uni, ou que l'Irlande. Et de la même manière pour l'Allemagne, d'ailleurs, qui doit être à peu près par là. France et Allemagne ont le même niveau d'inégalité, mais sont nettement moins inégalitaires que les États-Unis, l'Irlande et le Royaume-Uni. Et donc, on trouve des résultats très différents, parce que dans nos données, le premier prédicteur d'avoir une société égalitaire, c'est d'avoir une société égalitaire avant redistribution. Et donc, c'est le revenu primaire qui compte le plus, c'est-à-dire le marché du travail, les retraites et les revenus du capital. Et alors, on s'est demandé pourquoi on trouvait ça, et il y a deux éléments de réponse. Mais en gros, la réponse, c'est que l'OCDE se trompe. Pour aller vite, l'OCDE, quand ils calculent les revenus avant redistribution, ils excluent les retraites. Et on peut comprendre ça, parce qu'effectivement, les retraites, c'est une forme de transfert en espèces, donc on pourrait dire que c'est une forme de redistribution. Simplement, dans des pays comme la France ou comme la Suède, où les retraites publiques représentent une très large partie du revenu, si vous enlevez aux retraités, c'est-à-dire 20% de la population, leur retraite, eh bien, ils ont un revenu proche de zéro. Ça veut dire que d'un coup, avant redistribution, vous décrétez que les pauvres, c'est les vrais pauvres, ceux qui n'ont pas de revenu du travail, plus tous les retraités. Et vous construisez un coefficient de Gini énorme où le niveau d'inégalité est monstrueux simplement parce que vous avez compté comme pauvres tous les retraités. Alors que dans un pays comme les États-Unis ou le Canada, où les retraites sont en partie privées, ces retraites privées-là, elles sont comptées avant redistribution. Et donc, on se retrouve à comparer des pays où les retraités français n'ont pas encore eu leur retraite et les retraités canadiens ou australiens ont déjà eu la leur. Et donc, on voit bien que les mesures d'inégalité avant redistribution ne sont pas les mêmes. Quand on corrige ça, et qu'il y a deux façons de faire pour corriger, c'est-à-dire soit compter la retraite comme un revenu avant redistribution, ce qu'on fait dans l'article, soit regarder simplement les populations en âge de travailler, d'exclure les retraités. Et dans les deux cas, on trouve quelque chose de très clair. Un pays égalitaire, c'est un pays qui, à la sortie du marché, est déjà égalitaire. C'est le cas de la Suède, c'est un peu moins le cas de la France et de l'Allemagne, mais c'est le cas quand même, et c'est beaucoup moins le cas du Royaume-Uni ou des États-Unis. Et donc, la première leçon de ça, c'est que la redistribution, c'est important, et je ne vous dirai pas le contraire, mais si vous voulez que votre société soit égalitaire, ce que nous dit la comparaison entre les pays, ce n'est pas une loi, c'est plutôt une observation, c'est qu'il n'y a pas de pays qui serait super inégalitaire, mais qui redistribuerait suffisamment pour devenir égalitaire à la fin. L'Irlande, qui est très inégalitaire au début, elle fait un effort de redistribution le plus important de notre échantillon, mais elle est encore très loin de la Suède à l'arrivée, parce qu'elle part de trop loin. Ça, c'est un premier élément important. Les résultats récents d'autres équipes de recherche, alors il y a une étude récente de France Stratégie, je vous ai mis la référence à la fin, je vous donnerai les diapos, ou les équipes du laboratoire sur les inégalités mondiales, qui travaillent autour de Lucas Chancel, Thomas Piketty notamment, sont récemment arrivés à la même conclusion. L'inégalité primaire est extrêmement importante pour expliquer l'inégalité de revenus disponibles. Ça, c'est le point important. Et donc, ça suggère que si vous voulez réduire les inégalités, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de la régulation du marché, et notamment du marché du travail. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que la redistribution monétaire ne sert à rien? Non, elle ne sert pas à rien, mais elle va avoir un effet d'un ordre de grandeur comparable dans beaucoup de pays. Donc, ils ont des points de départ différents. Ils vont baisser en gros de 10 points de Gini et ils vont arriver à des niveaux différents. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut que je corrige un petit peu. Il y a des pays qui redistribuent beaucoup, en gros la plupart des pays d'Europe. Et il y a des pays d'Europe continentale et nordique, on va dire. Et il y a des pays qui redistribuent assez peu, qui sont les pays anglophones, donc dans notre échantillon États-Unis, Canada, Australie.
l'Irlande et le Royaume-Uni redistribuent beaucoup, et les pays méditerranéens, Espagne, Italie, qui redistribuent aussi assez peu. Mais donc, il n'y a pas un écart énorme sur l'ampleur de la redistribution entre la plupart des pays. Ce qui les distingue, c'est plutôt leur point de départ. Et ensuite, quand on essaye de voir un petit peu au-delà des indices de Gini, qui sont des indicateurs très agrégés, on a un chiffre par pays, ça ne nous dit pas grand-chose. On peut dessiner par décile la répartition des transferts sociaux et des prélèvements obligatoires, pays par pays. Donc, on voit que les transferts sociaux, c'est un outil qui va prendre une importance plus forte, donc qui va représenter une part plus importante du revenu en bas de la distribution, tandis que les prélèvements obligatoires vont concerner toute la distribution du revenu, mais prendre une part plus importante en haut de la distribution du revenu du côté des riches. Donc, les deux outils jouent pour tout le monde, mais ils ne vont pas concerner forcément les mêmes publics avec la même intensité. Et en ouvrant la boîte noire un petit peu, on s'est aussi rendu compte que redistribuer, ça ne voulait pas dire exactement la même chose en France et en Suède, par exemple, qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et l'Italie est un peu intermédiaire. Je m'explique. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'inégalité est tellement forte au départ que l'effet de la redistribution, ça va être de modérer les extrêmes. C'est-à-dire qu'on va sortir les pauvres qui sont extrêmement pauvres de la pauvreté, on va les remonter un petit peu avec des prestations sociales, des allocations familiales, etc. Et puis, on va taxer un petit peu les riches. Et finalement, au milieu, on a une classe moyenne extrêmement large, assez inégalitaire entre elles, et qui ne va pas sentir les effets de la redistribution. Et donc, c'est ce qu'on a appelé une redistribution modératrice. On va modérer les inégalités aux extrêmes et garder une classe moyenne très étendue et assez inégalitaire. En France, en Suède, et c'est probablement lié au fait qu'au départ, il y a moins d'inégalités, la redistribution, elle fait non seulement une modération aux extrêmes, mais elle va aussi fortement resserrer les écarts au sein des classes qu'on pourrait appeler moyennes ou intermédiaires. C'est-à-dire qu'après redistribution en France, les gens sont de plus en plus resserrés autour de la médiane et finalement, on a un taux de pauvreté relativement faible et on a une population qu'on pourrait appeler riche relativement faible. Il y a vraiment un effet de resserrement des écarts à tous les niveaux de la redistribution. Donc ça, c'est le premier constat. Avant de redistribuer, la distribution est importante et ça se passe sur le marché du travail. Deuxième élément, la redistribution compte, je viens de le dire, mais alors qu'est-ce qui compte dans la redistribution? Est-ce que c'est les transferts ou est-ce que c'est les prélèvements obligatoires? Est-ce que c'est l'impôt progressif, l'impôt sur le revenu, ou est-ce que c'est les allocations familiales qui vont le plus contribuer à réduire les inégalités entre pays? Alors, pour faire cette analyse-là, on a décomposé non seulement en deux parties, donc d'un côté les impôts et de l'autre côté les prestations en espèces, les transferts, mais on a aussi de chaque côté décomposé deux dimensions. On sait par les formules de calcul habituelles qu'il y a une combinaison entre le degré de progressivité et le niveau de prélèvement. Autrement dit, d'un point de vue théorique, vous pouvez atteindre le même niveau de réduction des inégalités, soit avec un impôt d'un taux moyen élevé, mais pas très progressif, soit avec un impôt extrêmement progressif, mais d'un taux moyen faible. Et du côté des transferts, c'est pareil. Soit on va concentrer tous les moyens sur les plus modestes, soit on va répartir les moyens en donnant un petit peu plus aux plus modestes, mais avec des enveloppes plus élevées. Ça, c'est d'un point de vue théorique, mais on voulait voir en pratique comment les pays se répartissent. Est-ce que c'est l'effet d'enveloppe ou est-ce que c'est l'effet de ciblage qui joue le plus? Alors, c'est là où c'est un tout petit peu technique, mais pas tant que ça quand même. Ça, c'est ce qui se passe du côté des transferts sociaux quand on décompose entre niveau des transferts, volume des transferts, donc ça, c'est l'axe du bas. Donc ça, c'est l'échelle, c'est le taux moyen des transferts rapporté au revenu moyen avant redistribution. Donc si on est à 10, ça veut dire que les transferts représentent 10% du revenu moyen avant redistribution. Et ici, on a un indice de ciblage des transferts, ou plutôt un indice de concentration
à quel point les transferts sociaux sont plus concentrés que le revenu. Donc, à quel point ils vont être disproportionnellement concentrés sur les ménages les plus modestes. Et les lignes qu'on a, c'est des lignes de niveau de réduction des inégalités. Si vous êtes sur cette ligne-là, vous réduisez les inégalités de 11 points de Gini. Si vous êtes sur cette ligne-là, vous réduisez les inégalités de 5 points de Gini. Et donc, nous, la manière qu'on a de lire ce graphique, c'est d'abord que tous les pays de notre échantillon donnent plus aux plus modestes en transfert qu'aux autres. Donc, il y a toujours un certain ciblage, mais ce n'est pas le même dans tous les pays. L'Estonie cible un peu moins que le Royaume-Uni, par exemple, qui cible beaucoup plus. Mais par contre, ce degré de transfert, ce n'est pas un facteur très discriminant entre les pays. Ce n'est pas ça qui fait qu'ils sont sur une ligne de niveau ou sur une autre. Ce qui fait se déplacer d'une ligne de niveau à une autre, surtout du côté des transferts, c'est l'effet d'enveloppe, c'est-à-dire le budget consacré au transfert. Alors, ça ne veut pas dire que le ciblage n'a pas d'effet. Il existe dans tous les pays à des degrés divers, mais il n'est pas discriminant. En fait, c'est assez intuitif. Si vous avez une toute petite enveloppe sociale, mais que vous donnez tout aux pauvres, vous aurez un effet beaucoup moins fort que si vous avez une enveloppe sociale considérable, même si celle-ci est un peu moins ciblée. En tout cas, c'est comme ça qu'on observe les pays ici. Et donc, côté transfert, l'effet d'enveloppe est le plus important. Côté taxes, même type de graphique. Ici, on a une échelle de la progressivité des prélèvements obligatoires qui inclut les cotisations sociales. Et ici, on a les taux de prélèvement obligatoires rapportés aux revenus avant prélèvement, après transfert. Ici, on a la réduction de l'indice de Gini. Ici, l'image qu'on a est un peu différente. En fait, la progressivité et le taux comptent tous les deux. Par exemple, si vous prenez l'Autriche et l'Irlande, ils sont sur la même ligne de réduction des inégalités, 0,6. Sauf que l'Irlande fait ça avec une progressivité marquée. Alors, la progressivité ici, ça veut dire les pauvres ne payent pas d'impôts, les riches, enfin non, les classes moyennes supérieures, au-dessus de la médiane, en payent. Donc, il y a une progressivité significative et un taux moyen assez bas. À l'inverse, l'Autriche, le taux moyen est élevé, on est presque à 40% du revenu tel qu'on le mesure ici, mais la progressivité est moins forte, ce qui veut dire en gros que tout le monde paye des impôts, mais que les riches en payent un peu plus que les pauvres. Et par contre, le taux moyen est plus élevé. Et par ces deux combinaisons distinctes, on arrive à la même réduction des inégalités. Irlande prélève peu, mais est relativement progressive, c'est-à-dire qu'elle met, entre guillemets, le burden dont on parlait ce matin, le fardeau sur les classes supérieures, alors que l'Autriche a des prélèvements, y compris sur les plus modestes, mais des recettes fiscales finalement plus élevées. Et puis, troisième élément qu'on trouve, c'est le même graphique, mais avec une échelle un peu différente. Donc ici, c'est l'échelle de la progressivité. Là, c'est l'échelle du taux de taxation. On n'a personne ici. On n'a pas de pays dans notre échantillon qui ait des recettes très élevées en mettant toute la fiscalité sur les riches. Et donc, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que si vous voulez un haut niveau de recettes, il faut taxer un peu tout le monde, ce qui n'empêche pas de taxer plus les riches, mais un peu tout le monde. À l'inverse, si vous voulez une progressivité très forte, vous allez avoir des recettes d'un montant limité. Et donc, il y a une forme d'arbitrage qui n'est pas exactement le paradoxe de la redistribution, mais qui serait un arbitrage entre taxer beaucoup ou taxer uniquement les riches. Je vous montre juste un graphique qui permet, jusqu'ici on n'avait pas inclus la TVA, qui permet d'inclure la TVA dans l'image. Parce que la TVA, elle a à la fois la propriété de ramener beaucoup de recettes à l'État, ce qui permet de redistribuer, mais c'est en même temps un impôt régressif, en gros parce que les classes modestes dépensent tous leurs revenus alors que les riches épargnent, et donc ils ne payent pas la TVA sur la partie de leurs revenus qu'ils épargnent. Et donc on voit que la TVA, elle est effectivement régressive, puisque l'indice de Gini initial, il est ici. L'indice de Gini après redistribution, c'est le point rouge. Et l'indice de Gini après TVA, c'est la croix verte. Et donc, on remonte un peu en arrière, selon les pays, sur la redistribution. Donc, la TVA, c'est un peu une anti-redistribution. Cela dit, c'est une anti-redistribution qui est beaucoup plus faible que la redistribution qui a eu lieu. En moyenne, c'est à peu près un tiers de l'effet redistributif qui va être évincé par la TVA. D'accord ?
Donc, la TVA, c'est effectivement régressif. Alors après, il faudrait modérer parce que les prestations sociales, parce que les salaires peuvent être indexés sur les prix. Et donc, quand vous augmentez la TVA, il y a des moyens d'amortir sur les revenus les plus modestes. Mais cela dit, la TVA a effectivement, dans notre approche, un effet régressif. Et du coup, la question, c'est, OK, il y a des pays qui ont des stratégies très différentes pour réduire les inégalités en utilisant le système socio-fiscal pour arriver à des réductions d'inégalités qui sont à peu près les mêmes. Certains pays mettent tout sur les transferts, c'est plutôt le cas de l'Irlande et du Royaume-Uni. Certains pays prélèvent beaucoup si vous incluez les cotisations sociales, c'est le cas de la France, de l'Allemagne, de la Suède, etc. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, mais du point de vue des inégalités, finalement, est-ce que toutes ces stratégies se valent? Notre réponse, si on essaye de boucler un peu tout, c'est que non. Parce qu'il y a un avantage de la stratégie de l'Autriche, de la Suède, c'est que certes, leur prélèvement n'est pas très progressif, ce qui n'empêche pas de réduire les inégalités monétaires, mais ça génère énormément de recettes. Et ces recettes, qu'est-ce qu'elles financent? Un petit peu de transfert en espèces, ce qu'on a vu, mais surtout, ce que ça finance, c'est de la redistribution en nature et des services gratuits, en gros, de santé et d'éducation. D'accord? Donc, on est parti des inégalités de marché, on a été au revenu disponible, et là, en fait, on se déplace vers le revenu disponible ajusté, c'est-à-dire en tenant compte de la consommation de services gratuits. Et donc, j'ai résumé un peu ce qu'il y a sur cette diapo-là. Du coup, on peut se demander, OK, mais ces services publics gratuits, est-ce qu'ils réduisent vraiment les inégalités? Vous avez toutes et tous en tête l'idée que l'école est une machine à reproduire les inégalités, au moins en partie, etc. Évidemment, ça dépend comment on le mesure, et là, on a une approche extrêmement comptable en termes de quantité consommée, et grossière d'ailleurs, parce qu'on n'a pas été regardé précisément que les taux d'encadrement dans le 93 étaient moins bons qu'au cœur de Paris, ce qui pourrait modérer un peu le diagnostic. Mais grosso modo, la question est la suivante. Un impôt pas très progressif, ou même carrément régressif, comme la TVA, est-ce qu'il augmente les inégalités, ou est-ce que dans la mesure où il finance un service public gratuit, il ne va pas contribuer aussi à réduire les inégalités? C'est-à-dire entre l'effet régressif de la TVA et l'effet de réduction des inégalités de l'école et de la santé, qu'est-ce qui l'emporte si on pense que c'est la TVA qui finance l'école, par exemple? Je fais un très gros trait. Eh bien, la réponse, c'est que les services publics, c'est extrêmement redistributif. Pourquoi c'est redistributif? Parce que les budgets dépensés par citoyenne et par citoyen, en moyenne, sont très élevés. Ils sont beaucoup plus élevés que les budgets des transferts directs, allocations familiales, RSA, etc. Alors, on a quelques études. Il y a une étude de l'INSEE qui est en train d'être refaite en ce moment, qui essaye d'attribuer décile par décile les dépenses de santé, d'éducation et des autres services publics. Mais en première approximation, très grossière, mais quand même, on peut se dire que le montant dépensé par décile en santé et en éducation est à peu près du même niveau. Ça veut dire que l'éducation et la santé, c'est à peu près comme si on donnait un revenu de... Alors la santé, je crois que la dépense moyenne par assuré, ça doit être quelque chose comme 2 000 €. Comptablement, c'est comme si on donnait 2 000 € à chaque individu par an. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite corriger. Tout le monde ne se soigne pas à hauteur de 2 000 € par an. En gros, c'est les personnes malades et les personnes âgées qui se soignent le plus. Simplement, ces personnes, elles sont réparties équitablement dans tous les déciles. Et donc, ces dépenses d'éducation et de santé, elles ne vont pas resserrer les écarts entre tous les ménages à tout moment de la vie, mais elles créent un environnement, des institutions, dans lesquelles des biens essentiels sont gratuits. Et effectivement, quand on pense le niveau de vie, avoir une information sur le revenu monétaire d'un citoyen américain qui doit soit aller dans une école publique sous-financée, soit payer extrêmement cher des frais d'éducation et encore plus cher des frais de santé, et un citoyen européen qui a accès à une école gratuite et à des services de santé gratuits, on voit bien que la question des inégalités, elle ne se fait pas uniquement au niveau du compte en banque avant d'avoir dépensé tout ça. Et donc, prendre en compte la redistribution en nature, c'est une façon de prendre en compte ces éléments-là.
Et donc, ces éléments de redistribution en nature, ce qu'on voit ici, donc vous avez le lien ici dans cette étude de l'INSEE, c'est qu'ils ont un effet de réduction des inégalités beaucoup plus important que des choses comme les transferts en espèces, par exemple. Alors, les impôts ici ne sont pas tous pris en compte, mais les transferts en espèces un peu plus. Vous voyez que les transferts en espèces contribuent nettement moins à la réduction des inégalités que la santé et l'éducation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous voulez y revenir, vous pourrez. C'est des graphiques qui montrent la manière dont sont réparties les consommations de biens publics de différentes natures dans l'Union européenne. Donc, vous avez santé, éducation, enseignement supérieur, et vous verrez que, effectivement, c'est relativement mieux réparti que le reste du revenu, et donc c'est plutôt des dépenses égalisatrices. Et à 38 minutes du début, j'arrive à une conclusion provisoire en plusieurs points. Donc, ce qu'on trouve, et on n'est pas les seuls à le trouver, mais c'est un résultat important parce qu'il n'est pas trivial, et surtout certains décideurs ont en tête l'inverse. Premier élément, la régulation de la distribution primaire est cruciale. C'est-à-dire que le avant redistribution est extrêmement important. Du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait l'égalité avant redistribution? Et ce n'est pas très facile de répondre. Dans le cas de la France, qui est moyennement égalitaire avant redistribution, ce qui fait l'égalité, c'est un SMIC net relativement élevé, peut-être au prix d'exonération de cotisation employeur d'ailleurs, mais un SMIC net relativement élevé, des grilles de salaire et des conventions collectives, et surtout une régulation du marché du travail. C'est-à-dire que la protection de l'emploi, elle va avoir tendance à réduire les inégalités entre salariés. Et puis, troisièmement, les retraites. Parce que les retraites, en gros, d'une part, elles diminuent le niveau de vie des actifs. Or, les actifs sont celles et ceux qui gagnent le plus dans la population. Donc, elles rapprochent les actifs des inactifs avec des cotisations élevées. Et d'autre part, elles augmentent le niveau de vie des retraités qui représentent quand même 20% de la population. Et en France, en les mettant à un niveau qui est proche de celui de la population active. Donc, la régulation du marché du travail, la régulation du profit, le système de retraite. Et puis, il y a beaucoup de gens qui insistent là-dessus et à raison, la prédistribution compte. C'est-à-dire que dans tout ce que je vous ai montré, santé et éducation, j'ai fait comme si aller à l'école, c'était recevoir un chèque de manière comptable. Évidemment, ce n'est pas le cas. C'est juste une façon de compter le service. Mais en réalité, l'effort des politiques d'éducation et de santé vont qualifier davantage les gens pour le marché du travail et contribuer sans doute à resserrer les écarts de salaire sur le marché du travail. Donc, il y a un effet de bouclage entre services publics et répartition du revenu du marché du travail. Par contre, ce qui fait que la France est quand même pas hyper égalitaire, c'est un niveau de chômage élevé, de manière sensible et persistante. Deuxième idée, la redistribution ne se réduit pas à la progressivité de l'impôt. Vous pouvez avoir un impôt qui est modérément progressif, mais à un taux élevé, ça réduit beaucoup les écarts. Et la redistribution, elle passe par d'autres moyens, les transferts sociaux, qui sont un outil très important, mais aussi la redistribution en nature, qui peut avoir des effets extrêmement importants. Il y a manifestement des arbitrages, au moins quand on compare les pays, alors on ne les a pas vus au sein d'un pays donné, mais entre taxer mieux et dépenser plus. Si on pense au cas de la France, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui a été dépensée pour voir comment on pouvait répartir différemment les prélèvements obligatoires, faire plus d'exonération, déplacer des prélèvements sociaux sur de la TVA, etc., pour rendre plus progressif des prélèvements obligatoires. Et en fait, il semble, si on compare les pays, que ce débat-là, de chercher davantage de progressivité, il peut se faire au détriment du fait de chercher davantage de recettes. En tout cas, il y a des arbitrages, ça ne veut pas dire qu'on est toujours sur la frontière de l'arbitrage. Il peut y avoir des situations où on peut avoir à la fois plus de recettes et plus de progressivité. Si demain, vous faites une taxe sur le patrimoine ou sur l'épargne des plus riches, évidemment, vous allez augmenter les recettes et la progressivité en même temps. Et enfin, dernier élément, nos travaux et les travaux des gens qui utilisent ce type de données ou les indices de Gini
il regarde comment vit la population la plus représentée, c'est-à-dire en gros, à partir des 5% les plus pauvres jusqu'aux 98% les plus riches. Parce que c'est ça qu'on capture dans ce type d'enquête et dans ce type de données. Mais ça laisse de côté notamment les super riches qui ne répondent pas à ce type d'enquête. Et beaucoup des travaux dont on entend parler, notamment les travaux de Thomas Piketty, ils font une focalisation sur les super riches. En fait, les super riches, grosso modo, c'est ceux qui détiennent les grandes sociétés, qui ont des patrimoines, des portefeuilles de grandes sociétés, un peu d'immobilier, mais surtout qui détiennent les grandes sociétés. Et donc, si on fait une focale sur les super riches, la question de la progressivité, elle est un peu différente. Parce que si on regarde bien, ce n'est pas tellement les impôts dont je vous ai parlé, l'impôt sur le revenu, la CSG, les cotisations. La vraie question, c'est comment taxer les profits des entreprises dans un monde où la finance est dérégulée et où il est facile de faire de l'optimisation fiscale à très grande échelle. Et là-dessus, je vous renvoie à l'excellent bouquin de Sez et Zuckman, Le triomphe de l'injustice, qui traite de cette question et qui est paru l'année dernière. Et puis, dernier mot, la question de la fiscalité est aussi sans doute très importante pour empêcher les patrimoines de grossir indéfiniment. C'est la fameuse loi R supérieure à G de Piketty. Dans un monde où la croissance est faible, si vous voulez faire en sorte que les gros patrimoines ne croissent pas plus vite que les revenus des personnes qui travaillent, il faut sans doute aussi une fiscalité sur le patrimoine, sur les héritages et sur les revenus du patrimoine. Mais c'est quelque chose d'assez différent de la fiscalité du revenu courant et notamment du revenu de travail. Je reprends mon souffle et du coup, Igor, je te laisse me dire un petit peu quelles questions tu as retenues en premier ou peut-être des points de précision parce que j'ai peut-être été trop vite sur certains aspects. Alors, ça va peut-être venir. Donc, pour l'instant, je vais faire les questions dans l'ordre de leur arrivée. Donc, la première, c'est une question de Frédéric qui demande si le résultat que vous avez obtenu sur le fait que le volume était plus important que le ciblage pour le transfert de revenus, est-ce que ça serait pas un biais, il n'y aurait pas un biais statistique dans le fait que la variance du point de vue du volume est plus forte entre les différents systèmes que la variance du point de vue des différences de ciblage? Alors, je suis d'accord avec la remarque, mais ce n'est pas un biais. C'est-à-dire que, effectivement, alors je n'ai pas mesuré la variance en tant que telle, mais en tout cas, quand on regarde où se situent les pays les uns par rapport aux autres, le ciblage n'est pas l'élément qui les discrimine. C'est-à-dire quand on regarde de combien ils réduisent les inégalités par les transferts, il y a des résultats assez différents, ce qu'on a vu ici. Donc, c'est le passage de la première à la deuxième barre. Il y a des écarts assez différents. Et quand on regarde empiriquement, qu'est-ce qui explique cette différence? Est-ce que c'est l'effet d'enveloppe ou pas l'effet d'enveloppe? Et si ce n'est pas l'effet d'enveloppe, c'est le ciblage. Et bien, la réponse, c'est que c'est l'effet d'enveloppe qui l'emporte. Donc, ce n'est pas une nécessité théorique ou technique. C'est-à-dire que si le monde était différent, il pourrait se placer complètement différemment sur nos courbes, être beaucoup plus haut, être à d'autres endroits, et que l'effet de ciblage l'emporte. Ce qu'on remarque, c'est qu'en pratique, il n'y a pas de pays qui, par un ciblage particulièrement différent des autres, se distingue dans son résultat redistributif. Ok. Autre question de précision, peut-être pour en rester à celle-là, c'est Françoise qui demande si le dilemme que vous avez mis en évidence entre le fait de taxer beaucoup ou de taxer spécifiquement les riches, finalement, c'est un constat empirique, mais là aussi, est-ce que du coup, on peut en déduire une impossibilité théorique de concilier volume et progressivité dans les systèmes fiscaux? Excellente question. J'aurais tendance à faire deux niveaux de réponse. D'abord, comme je l'ai dit, on manque les super riches. Et donc, il faudrait regarder, les données existent, mais on ne l'a pas fait énormément. Quelle est la part, par exemple, du centile supérieur dans les recettes fiscales? Est-ce que le 1% les plus riches représente une grosse part ou une petite part des recettes? Ça pourrait nous éclairer. En gros, est-ce que si on augmente de 10% l'imposition des 1% ou des 1 pour 1000 les plus élevés, est-ce que ça fait vraiment une différence dans les recettes? La réponse est probablement que ça rapporte un peu. On le voit par exemple avec la taxe d'habitation aujourd'hui. Quand on va supprimer la taxe d'habitation des ménages, des 10% ou des 20% des ménages les plus riches, ça a un effet budgétaire. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez comment est financé l'État social dans la plupart des pays du monde, et depuis longtemps, il n'a jamais été financé par les riches. C'est-à-dire que soit la société est égalitaire et tout le monde paye,
soit elle est très inégalitaire et c'est tout le monde, alors à des degrés divers, hein, mais c'est tous les ménages qui financent l'État social. On n'a pas de pays où c'est Bill Gates qui finance, ou alors c'est des pays particulièrement inégalitaires et qui ne sont pas des pays riches en fait. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Quelle est la marge de manœuvre qu'on a à taxer les riches? Il y a certainement une marge de manœuvre dans la mesure où on prélève de moins en moins les revenus des sociétés et où l'inégalité se creuse. Donc il y a quelque chose de ce côté-là. Mais il y a aussi un gros effet volume qui doit venir de l'ensemble de la population. Et alors, là, pour le coup, il y a un peu plus de théorie, même s'il n'y a pas de démonstration. En gros, le cadre théorique est le suivant. Si vous avez dans un pays donné un niveau de prélèvement obligatoire qui se maintient dans la durée ou qui augmente dans la durée, ben, on suppose qu'il y a un minimum de soutien politique. C'est-à-dire que s'il y avait un violent rejet des prélèvements obligatoires, par exemple, en France, vous auriez un parti qui propose des fortes baisses d'impôts qui gagnerait vite les élections et ce taux de prélèvement obligatoire, il baisserait vite et fort. En réalité, il y a bien sûr des phénomènes comme ça qui se passent, mais ils jouent plutôt à la marge. Et donc, on suppose que des pays qui ont des hauts niveaux de prélèvement obligatoire, ils ont quand même un soutien pour ces prélèvements, et notamment les prélèvements sociaux. Quand vous regardez les enquêtes de l'adresse et que vous demandez aux Françaises et aux Français, est-ce que vous seriez prêt à avoir moins de prélèvements sociaux pour moins de retraite, santé, allocation familiale ou chômage? La réponse est non, parfois à 70%. Donc, il y a quand même un soutien au prélèvement obligatoire. Et ce qu'on a en tête, c'est qu'il y a deux façons de payer un prélèvement obligatoire. Soit le voir d'abord comme une redistribution verticale, je suis riche, je paye pour les pauvres. Soit le voir comme l'achat collectif d'un bien public. On paye tous pour l'école. Et cette deuxième façon-là, on pense qu'elle peut entraîner une plus forte adhésion au prélèvement obligatoire et permettre de prélever à des niveaux plus élevés. Et donc, il y aurait quand même une forme de paradoxe de la redistribution. Dit autrement, peut-être qu'avoir une progressivité réelle, mais pas trop marquée, c'est aussi un moyen de prélever plus. Et l'exemple, c'est la TVA, quoi. Voilà. La TVA, ça rapporte beaucoup, y compris dans les pays du Nord, le Danemark, la Suède. Ça ne redistribue pas beaucoup, mais par contre, qu'est-ce que ça finance bien les services publics? Donc, il y a peut-être un arbitrage de ce côté-là, mais par contre, on ne sait pas où est la frontière. Est-ce qu'on a de la marge de manœuvre? Qui a de la marge de manœuvre? Il y en a sans doute. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tu as une question de Julien qui, d'abord, enfin une remarque qui te remercie, et toi et tes co-auteurs, pour l'attention qui est portée aux enjeux de redistribution primaire, de distribution primaire, puisque des revenus, puisque c'est souvent naturalisé dans les débats publics et dans les études de pas mal d'économistes, et qui demande, du coup, tu l'as évoqué un petit peu à la fin, mais si tu connais des travaux et leurs résultats concernant l'efficacité des différents leviers qui permettent d'influer sur cette répartition primaire des revenus. Je les connais un peu, mais je ne les ai pas suffisamment regardés, il faudrait plus. C'est beaucoup des travaux d'économie politique. En gros, en fait, on voit des corrélations. C'est-à-dire que quand on cherche une corrélation entre régulation du marché du travail, vous savez, l'OCDE a un indicateur de protection de l'emploi. C'est très grossier, mais ils prennent les réglementations des CDD et des CDI, et plus il est facile de virer des gens, moins il y a d'indemnités, plus votre marché du travail est dérégulé. Il y a une corrélation très claire entre ça et les inégalités sur le marché du travail. Si vous avez en tête le marché du travail anglais avec les contrats 0 heure, où vous pourrez virer quelqu'un quasiment du jour au lendemain, ça va de pair avec un niveau d'inégalité très fort. Est-ce qu'il y a une causalité? En tout cas, on l'observe souvent ensemble. Donc, il y a vraiment les institutions de régulation du marché du travail. Il y a clairement le SMIC. Le SMIC, il y a un débat sur savoir est-ce que ça crée du chômage ou pas. Je vous renvoie pour ça au nouveau bouquin de Jérôme Gauthier qui explique toute la complexité du sujet. N'empêche que le SMIC, une fois cet effet emploi inclus, va quand même compresser les écarts de salaire en bas de la distribution. Donc avoir un SMIC net relativement élevé, comme c'est le cas de la France, à l'échelle internationale, ça écrase quand même franchement les écarts. Donc pour expliquer la situation relativement égalitaire de la France, pour moi, ça serait ces deux éléments-là. Et puis, il y a des questions d'institution et d'éducation. Il y a un cas qui saute aux yeux dans les statistiques, mais que je ne connais pas bien, mais qui est vraiment le cas d'étude.
c'est la République tchèque, qui a un niveau d'inégalité primaire très faible, sans doute parce qu'il y a un marché du travail assez qualifié, et puis des histoires historiques d'institutions. Dernier élément là-dessus, quelle est la part du profit? Alors, dans nos données, on n'a pas beaucoup de gens qui touchent beaucoup de profit. D'ailleurs, on capte assez mal le profit. Mais on sait que la répartition salaire-profit s'est déformée pas tellement en France selon la plupart des mesures. En France, en fait, c'était il y a longtemps, dans les années 80, mais a tendance à se déformer aux États-Unis et dans beaucoup de pays riches. Et donc, c'est le dernier élément. Comment est-ce qu'on fait pour réguler finalement la circulation des capitaux et la répartition salaire-profit? Ça, c'est une grosse question parce qu'il y a énormément de dynamiques à la fois de circulation des capitaux, mais aussi de politique industrielle, de droit du travail, etc. Donc, pas de réponse, mais des pistes. Pas mal. Le syncrétisme aussi, d'ailleurs, hein, ça marche. Et tu as une question d'Olivier, cette fois, sur le coefficient de Gini que tu as utilisé au départ comme indicateur d'inégalité, qui fait remarquer que c'est un indicateur qui est assez critiqué, notamment par Piketty, Louis Morin, etc. Il te demande si tu pouvais, d'une part, revenir sur ces critiques, et d'autre part, dire si toi et tes co-auteurs, vous aviez testé d'autres indicateurs d'inégalité alternatifs pour évaluer les effets des politiques socio-fiscales. Et puis, il y a une deuxième question dans la question. Il te demande si tu as des résultats sur les effets redistributifs des différents systèmes socio-fiscaux sur les inégalités femmes-hommes. Alors, femmes-hommes, pas beaucoup, pour la raison suivante, c'est que la plupart des données sont au niveau ménage, donc vont avoir tendance à neutraliser. Déjà, dès que des femmes et des hommes sont au sein du même ménage, on n'a pas de règle d'allocation. Donc, il y a des travaux féministes qui vont chercher à comprendre comment se répartit le niveau de vie au sein du ménage, mais a priori, il n'y a pas de règle standardisée qui permet de dire... voilà. Et donc, par définition, on suppose que toutes les personnes du ménage ont le même niveau de vie, ce qui, au niveau de la population générale, trouble quand même la comparaison. Après, sur les retraites, on sait qu'il y a une amplification des inégalités de salaire par les systèmes de retraite. Donc, les retraités, c'est quand même une part importante de la population. De tête, en France, je crois que vous aviez la moitié des femmes retraitées qui touchaient une retraite totale de moins de 1 000 euros. Il y a vraiment des écarts considérables. Dernier élément, les personnes les plus pauvres dans les pays riches sont les femmes seules avec enfants, souvent liées à l'insuffisance des transferts sociaux. Donc ça, c'est un petit peu 3 éléments. Alors, sur le coefficient de Gini, en fait, ce qu'on a fait une fois qu'on avait fini les coefficients de Gini, c'est qu'on a essayé d'ouvrir la boîte et de regarder ce qui se passait au niveau de la distribution et des déciles pour voir finalement d'où venait la réduction des inégalités. Et c'est là où on a trouvé ces histoires de classe moyenne qui se resserrent dans certains pays ou de simplement réduire les queues de distribution dans d'autres. Et puis, qu'est-ce qui est reproché au coefficient de Gini? Je me trompe souvent là-dessus, mais en gros, le coefficient de Gini vous donne un chiffre pour un pays donné. Et donc, on peut avoir exactement le même coefficient de Gini pour des raisons très différentes, soit parce qu'il y a une grosse classe moyenne et des riches qui sont super riches, soit parce qu'il y a une toute petite classe moyenne et des pauvres qui seraient très éloignés, mais assez peu de riches. Ces deux situations-là peuvent vous donner le même coefficient de Gini. Et donc, une fois que vous avez le coefficient de Gini, vous n'en savez pas encore grand-chose. Cela dit, est-ce que c'est ça qui tire nos résultats? En partie, parce qu'on fait de l'algèbre sur le coefficient de Gini, mais pas complètement. Par exemple, il y a quelques mois, on a vu des travaux qui disaient qui comparaient France et États-Unis et donc qui utilisaient les indicateurs à la Piketty, des indicateurs de masse, la part du revenu détenu par le top 10 et la part du revenu détenu par le bottom 50, c'est-à-dire les 50% de ménages les plus modestes. Et donc, on a refait un certain nombre de nos résultats en reprenant ces indicateurs. Et ça aurait pu tout changer. Il se trouve que non, ça ne change pas tout. Et que les indicateurs, ceux-là, étaient très corrélés avec le coefficient de Gini. Pour nous, ce qui va le plus expliquer les écarts entre nos travaux et d'autres, c'est par exemple, est-ce qu'on arrive à capturer les revenus des très riches? Et surtout, qu'est-ce qu'on intègre?
notamment une des spécificités des travaux de la Piketty School, c'est d'attribuer aux ménages le revenu des entreprises qu'ils détiennent. Donc, si vous êtes actionnaire d'Apple, on vous attribue comme revenu le revenu d'Apple, ce qui va amplifier encore les écarts. C'est une façon de valoriser le fait que vous détenez des actions. Et ça, évidemment, on ne l'a pas dans nos données. Et par ailleurs, c'est deux questions différentes, en fait. Il y a une première question qui est comment vivent les ménages de 95% de la population. Et ça a des effets sociaux extrêmement importants. Puis il y a une deuxième question qui est où va l'argent? Et donc, ça, c'est plutôt l'approche à la Piketty. Et si on suit l'argent, il y a une grosse partie qui va chez les très riches. Ok, merci beaucoup. Une autre question d'une ou d'un collègue dont je n'ai pas le nom, mais qui dit que donc, tu as dit que les pays qui taxaient massivement les riches n'étaient pas nécessairement ceux qui réduisaient le plus les inégalités et qui voulait savoir du coup si dans vos données, dans votre panel de données, quels pays rendent compte de ce type de redistribution, c'est-à-dire quels sont les pays qui taxeraient massivement les plus riches sans progressivité importante? Alors là aussi, réserve, il ne faut pas surinterpréter ces résultats. Typiquement, c'est un pays comme... alors, est-ce qu'on le voit là? Je ne sais pas si on le voit là. Ouais. Vous voyez le Royaume-Uni? Le taux de donc les prélèvements, c'est le bleu. Le taux de prélèvement moyen est hyper faible. Mais du coup, quand vous êtes en dessous de la médiane, vous payez quasiment aucun prélèvement obligatoire. Et l'essentiel des prélèvements repose sur la partie supérieure de la population. Dans nos données, c'est ça qui est interprété comme de la progressivité. C'est-à-dire que si vous prenez le volume des impôts collectés, ils sont quasiment tous collectés en haut de la distribution. D'accord? C'est le cas du Royaume-Uni et c'est le cas de l'Irlande. À l'inverse, en France et en Italie, les impôts, ça tape tout le monde. Alors, ça tape plus en haut, mais ça tape tout le monde. Et donc, voilà, on n'a pas de pays qui arrive à collecter autant que la France et que l'Italie, mais avec un profil qui serait celui du Royaume-Uni. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Okay. Autre question, donc là encore, tu as fait remarquer l'importance des services publics en nature dans la réduction des inégalités. Du coup, il y a un collègue qui se demandait si on pouvait mesurer la hausse des inégalités qui était entraînée par la fermeture des services publics. Voilà. Oui, je pense qu'on peut le faire à différents niveaux de finesse, mais en première approche, oui, en première approche très grossière. Si, mettons, si la dépense de santé, par exemple, ou d'éducation par habitant stagne alors que le revenu augmente, on a une perte de réduction des inégalités. Pour le dire autrement, si vraiment on était sur une baisse des dépenses qu'on n'a pas encore constaté, mais ce qui pourrait arriver en valeur absolue, 100 € de moins par habitant en dépenses d'éducation, ça serait comme si on prenait 100 € à tout le monde, mais si vous prenez 100 € à tout le monde, l'indice de Gini, il augmente. Parce que prendre 100 € à un riche, c'est pas lui prendre grande chose, et prendre 100 € à un pauvre, c'est lui prendre une partie substantielle de son revenu. Donc, on pourrait le chiffrer déjà à ce niveau-là. Donc, en gros, alors, c'est un peu relatif aux indicateurs, mais dès lors en fait, que les dépenses d'éducation et de santé vont augmenter moins vite que le PIB, on risque d'avoir une augmentation des inégalités liées à des services publics insuffisants. C'est très comptable, mais ça peut se chiffrer comme ça. Alors, j'ai une question d'Isabelle qui était étonnée par le fait que tu dises que, comme pour la santé, l'éducation, finalement, le chèque était le même selon les déciles, quel que soit le décile d'appartenance des ménages, en faisant remarquer qu'on sait qu'en termes d'inégalité scolaire, en général, les élèves de milieux plus populaires vont sortir plutôt du système scolaire et ne vont pas aller en classe prépa, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que les prestations en nature, en tout cas en matière d'éducation, ne seraient pas régressives? Alors, c'est des travaux qui sont en train d'être refaits à l'INSEE. Ce n'est pas toujours très facile à mesurer. Mais moi, j'ai quand même confiance dans le résultat. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, là, vous avez... Alors, ici, vous voyez toujours mon écran ou pas? Ouais, ouais.
Ouais. Ça, c'est santé et c'est ici éducation. Alors, les couleurs correspondent à la part reçue par les différents quintiles. D'accord? Et donc, ce qu'on voit, c'est la part des services d'éducation consommés par les différents quintiles. Et ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, c'est assez équilibré. Ce n'est pas complètement équilibré, mais c'est assez équilibré. Et ici, vous avez le supérieur, donc l'éducation tertiaire. Et même dans l'éducation tertiaire, c'est relativement équilibré, même si ça n'est pas autant dans tous les pays. Mais, et ça rejoint la question qui a été posée, en fait, même un service qui serait surconsommé par les riches pourrait réduire les inégalités, en tout cas mesurer comme on le fait, tant que cette surconsommation est plus faible que les inégalités de revenus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête et je ne suis pas spécialiste de l'éducation, et par ailleurs, il y a de la reproduction sociale via l'éducation qui ne passe pas simplement par le comptable. Mais si on est dans une pure approche comptable, mettons que quelqu'un d'une classe moyenne supérieure passe 1 an ou 2 ans de plus sur 20 ans, sur 15 ans dans le système éducatif. Ça va faire peut-être 20% en plus. Eh bien, si vous donnez par an 1000 euros à quelqu'un d'un ménage modeste et 1200 euros à quelqu'un d'un ménage aisé, c'est sans doute injuste du point de vue de l'utilisation de l'argent public, et on pourrait faire mieux, mais ça réduit quand même les inégalités parce que ça va les mettre relativement plus proches que ce qu'ils étaient avant. Parce que leur écart est globalement beaucoup plus important que simplement 20% de différence. Donc même avec des services publics qui seraient surutilisés par les riches, ça ne suffit, enfin, ça réduit quand même les inégalités, en gros. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair. Et là, pour le coup, il y a vraiment une question de convention et de mesure. Mais en gros, quand vous permettez à une personne dont le revenu, c'est 1000 euros par mois, de mettre ses enfants dans un service public d'école gratuite, vu ce que coûte une dépense d'éducation, en termes d'amélioration du niveau de vie par rapport à lui faire payer l'école, c'est considérable. Et donc, même si le voisin d'à côté qui est riche va dans la même école et surperforme et a des heures en plus, quand même, le fait d'avoir permis à la personne qui a 1000 euros de revenus par mois d'accéder à cette école gratuite, ça a quand même un effet égalisateur. Mais on pourrait trouver des mesures d'inégalité qui arriveraient au résultat inverse. Et là, il faut juste comprendre le sens des mesures qu'on utilise. Ok, ouais, donc, pardon. Oui, tu avais une autre question pour revenir sur la distribution primaire et comment jouer sur la distribution primaire. Un collègue, donc c'est quelque chose que tu as effleuré à la fin de ton intervention, qui demande s'il est pertinent d'accroître le rôle des syndicats et de chercher à baisser le chômage, et qui demande si également il est pertinent de revenir sur les rendements qui sont exigés par les actionnaires. Alors, il est sûr que le rôle des syndicats joue sur les écarts de salaire. Il y a des petits débats pour savoir si ça joue au sein des secteurs syndiqués ou sur l'ensemble de la distribution. Mais grosso modo, plus vous avez de réglementation et plus vous avez de syndicats, plus l'enveloppe salariale est répartie de manière conventionnelle et pas simplement compétitive entre les individus. Donc, ça va avoir tendance, un peu comme le SMIC, à compresser les écarts de salaire. Donc, le rôle des syndicats est attesté sur les inégalités, au moins au sein du marché du travail. Le chômage, probablement que ça joue par plusieurs biais. D'abord parce que ça joue sur le revenu des personnes au chômage, évidemment, parce que ça peut contribuer à la négociation des salaires. Probablement que plus le chômage est élevé, moins la négociation salariale est favorable. Et la rémunération des actionnaires. Alors, d'abord, oui, mais la rémunération des actionnaires, elle peut passer par différents biais. Elle peut passer par les dividendes, mais il n'y a pas que les dividendes. Ça peut être simplement des entreprises qui épargnent et qui augmentent leurs fonds propres. Je parle sous le contrôle de Isabelle Coupé-Soubiran, qui connaît ça mieux que moi.
Euh, En fait, ce qu'on croit comprendre quand même, c'est qu'avec la dérégulation complète du marché des capitaux, il est extrêmement difficile de créer un rapport de force pour négocier la répartition du revenu entre salaire et profit. C'est-à-dire que la négociation des salaires, elle se fait au niveau national, voire au niveau des établissements ou des entreprises, alors que les entreprises, elles arrivent à répartir leurs profits au niveau mondial avec des systèmes d'optimisation fiscale, etc. Du coup, quand vous discutez avec des syndicalistes, ils ont un mal important à atteindre le niveau où la rémunération du capital va se faire parce qu'elle se fait toujours ailleurs et elle se fait parfois à un niveau mondial. Et donc, il y a sans doute un enjeu de régulation de la circulation des capitaux, à la fois pour pouvoir les taxer, et ça c'est vraiment tout le propos de Sez et Zuckman, mais aussi pour faire de la répartition du revenu un enjeu de discussion sociale. Et notamment, même au niveau national, je crois qu'il y a des travaux sur la sous-traitance de Corinne Perraudin, Julie Valentin, Bruno Tinel, Nadine Thévenot, qui montrent que il y a des grandes entreprises qui vont être capables d'absorber les profits faits par les petites. Et donc, si vous êtes dans une petite entreprise ou dans l'entreprise sous-traitante, votre patron, il n'a même pas accès aux profits dont vous voudriez avoir une part pour avoir une augmentation de salaire, parce que ce profit-là, il est déjà parti dans la maison mère. Et donc, oui, du côté de la régulation, il y a peut-être des choses à faire, mais comment ça marche et par quoi commencer, à mon avis, soit je n'ai pas assez lu, soit c'est vraiment un champ d'études à explorer. Ok. Tu as une question de Marjorie qui dit que donc, tu as donné l'évaluation d'une dépense de santé, enfin d'un équivalent monétaire des services de santé de 2 000 euros par habitant. Et est-ce que tu as des chiffres pour l'éducation? Non, mais Non. peut-être que dans la publication ici, là, que je vous ai mise en lien, il y avait une évaluation, et sinon, il doit y avoir des choses dans les notes de la DEPP, donc les services statistiques du ministère de l'Éducation. Ça existe, mais je ne les connais pas. Ok. Donc, tu as Isabelle qui a posé tout à l'heure la question sur l'inégalité de distribution en termes de services d'éducation, qui revient à la charge en citant Thomas Piketty comme autorité et qui dit que Thomas Piketty dit que l'inégalité de dépenses publiques d'éducation entre les ménages, elle serait de 150 000 euros, j'imagine que c'est sur l'ensemble de la scolarité des enfants, entre le premier et le dernier décile, et même de 200 000 euros si on compare le dernier centile avec le premier décile. Soit l'équivalent du patrimoine moyen par adulte en France actuellement. Donc, est-ce que ça ne viendrait pas finalement contredire un peu ce que tu dis sur le fait que malgré tout, ça réduit quand même les inégalités de tels ordres de grandeur? Euh, Peut-être. Il y a plusieurs problèmes. En fait, je ne connais pas ces chiffres, je veux bien les croire, mais en fait, le chiffre, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre, il est un peu difficile à dire. Par exemple, je vais donner un exemple qui est tout bête. Donc Thomas Piketty fait, avec les gens qui travaillent avec lui, Asma Benenda notamment, qui vient de sortir un bouquin sur les inégalités d'éducation, il regarde des choses beaucoup plus micro que ce que je fais. Moi, je fais des choses à l'échelle comptabilité nationale. Et par exemple, si vous avez envie de creuser sur l'inégale répartition des moyens entre ménages, vous pouvez par exemple aller regarder, je ne sais pas si c'est ce qu'ils font, hein, mais le nombre d'enseignants en fin de carrière dans un quartier et le nombre d'enseignants en début de carrière dans un quartier. En gros, la rémunération, elle passe du simple au double. Donc, simplement, si vous tenez compte de ça et que vous le rentrez dans votre comptabilisation, vous allez accroître considérablement les écarts. Alors que si vous comptez en années d'école, en faisant comme si une année d'école valait une année d'école, vous n'aurez pas les mêmes écarts. Donc ça dépend un petit peu ce qu'on met derrière, ce qu'on cherche à interpréter. Et c'est sûr qu'il y a un niveau d'inégalité où ça ne compense plus. Mais la question en économie, c'est toujours celle du contrefactuel. C'est-à-dire, dans le système injuste et inégalitaire d'éducation qu'on a aujourd'hui, si j'augmente de 5% la dépense d'éducation, ou si je la diminue de 5%, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais accroître ou diminuer les inégalités?
Et il y a des configurations, mais ce n'est pas forcément une règle générale, où ça a beau être très inégalitaire, si vous diminuez de 5% pour tout le monde, eh ben, ça va encore accroître les inégalités, peut-être parce que les ménages vont se reporter sur du privé, par exemple. C'est-à-dire que si vous dégradez trop l'école publique, on se reporte sur le privé, et le privé serait encore plus inégalitaire que le public inégalitaire. Mais ce n'est pas une loi générale. Il se peut tout à fait qu'à Paris et dans certains centres-villes, les inégalités combinées du système d'éducation dans l'enseignement secondaire soient plus fortes que dans certaines écoles privées. Ça pourrait être observé. Tu as une question de Jean-Éric, alors qu'il n'a pas fini de la taper ou qu'il l'a envoyée avant, donc je vais essayer de traduire, j'espère, Que je correctement. connais, on était dans des bureaux pas loin il y a quelques années. D'accord, donc il demande en fait, apparemment son interrogation, ça serait si tu as des éléments sur les effets des exonérations de cotisations sur les bas salaires en termes j'imagine, d'inégalité de distribution des revenus, des niveaux de vie. C'est une excellente question. Je n'ai pas la fin de l'histoire. Donc la France, je vous ai dit, elle se caractérise par un SMIC net élevé. Et en même temps, elle se caractérise par des exonérations considérables sur les très bas salaires. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le SMIC net est relativement élevé, même s'il a tendance à stagner aujourd'hui, mais que par contre, pour l'employeur, un employé au SMIC, ça coûte vraiment pas cher. On a combiné ces deux choses-là. En gros, il y avait des statistiques hier qui étaient discutées sur Twitter. Un salarié au SMIC coûte de l'ordre de 50% du salaire médian pour un employeur, alors que son salaire net va être de l'ordre de 68% du salaire médian. Donc, il y a deux façons d'interpréter ça. Et les deux peuvent se combiner. D'une certaine manière, il est possible que les exonérations aient rendu possible un SMIC net élevé. C'est-à-dire qu'on a dit aux employeurs, on vous enlève vos cotisations, mais par contre, le net, vous le maintenez à haut niveau. Mais il est aussi possible que les exonérations aient simplement été empochées par les employeurs, entre guillemets, et donc que le SMIC net, de toute façon, aurait été à ce niveau-là, ou on aurait pu le maintenir à ce niveau-là sans exonération. En gros, il faut imaginer ce que serait la France si on avait moitié moins d'exonération et un SMIC net au même niveau. Et soit on peut penser que ça aurait fait énormément de chômage, soit on peut simplement penser que les employeurs paieraient plus de cotisations et que la sécurité sociale serait mieux financée, soit on peut... Voilà. Et la réalité est probablement entre les deux. En tout cas, la France, elle se caractérise par des prélèvements sur les bas salaires très faibles. Et maintenant, avec la prime d'activité, ça renforce encore ça, puisque quand vous êtes au SMIC, hier, quelqu'un disait vous avez un niveau de vie après prime d'activité qui va être presque à 80% du niveau de vie du salaire médian, parce que exonération, voilà. Donc, les effets sont incertains, mais il y a un très bon papier, qui est un document de travail de Antoine Bozio, Malka Guillot et Thomas Breda, en gros, qui montre que le coût du travail en France s'est écarté en France comme dans les autres pays entre les qualifiés et non qualifiés, mais par contre que les salaires ne se sont pas écartés parce que le SMIC est resté accroché au salaire médian. Et c'est une des questions pour l'avenir. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de gens qui proposent de décrocher le SMIC des autres salaires. Merci. Alors, on est aussi suivi par des élèves de lycée, enfin, dont les enseignants suivent le stage avec leurs élèves en classe. Donc, on a Salomé qui est élève au lycée en terminale au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, qui demande quel est l'impôt le plus efficace pour réduire les inégalités, donc j'imagine de niveau de vie. Est-ce que c'est la TVA, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou encore un autre? C'est une très bonne question et la réponse, c'est par rapport à quoi? Quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée? Je m'explique. Si je regarde juste les impôts et que demain on dit il y a une dette publique considérable, on va taxer on va remettre l'impôt sur les grandes fortunes, par exemple, ou on va mettre une tranche de l'impôt sur le revenu sans niche fiscale, sans rien, qui va taxer les super riches. Bon. Et si on met ça en place du jour au lendemain sans rien changer autour, ça peut réduire les inégalités. Et ça le fera sans aucun doute. Si par contre, on dit on va baisser l'impôt sur le revenu et augmenter la TVA pour compenser, ça va augmenter les inégalités parce que l'impôt sur le revenu est progressif et la TVA est régressive. Donc, si on le prend comme ça, il n'y a pas de doute
plus l'impôt est progressif, plus il réduit les inégalités à budget donné. Mais tout de suite après, je vais modérer ça un peu parce que si plutôt que de financer la même chose avec des impôts différents, on se dit, bah tiens, on va augmenter les impôts pour faire plus de dépenses publiques, par exemple, mettre la santé gratuite. On va arrêter avec les complémentaires santé, toute la santé devient gratuite. Ça pose beaucoup de problèmes, hein, ce n'est pas facile à faire, mais imaginons ça. Et bien ça, même si on le finance par un impôt pas très progressif, ça réduit quand même les inégalités. Alors évidemment, si on arrive à le financer par un nouvel impôt qui est en plus progressif, ça réduit 2 fois les inégalités. Une fois côté prélèvement, une fois côté dépenses. Mais les résultats qu'on observe montrent qu'on n'a pas encore trouvé de pays qui arrivait en disant on va dépenser énormément et tout sera payé que par les riches. Et donc dans ce cas-là, il y a des arbitrages entre dépenser plus ou taxer mieux. Et un peu le propos de notre recherche, c'est de dire taxer mieux, c'est très important, mais il ne faut pas oublier de se demander s'il n'y a pas des raisons de dépenser davantage. À part les très, très, très riches, on ne peut pas dire qu'en France, l'impôt ne soit pas progressif. Quand on regarde bien, ce n'est pas vrai. Dans tous les pays, en fait, il y a le même degré de progressivité. Donc, la question qui reste sur la progressivité, elle concerne vraiment soit les gens qui ont un très fort patrimoine, les gens qui ont un très fort patrimoine, et avec ce très fort patrimoine, des revenus du capital. Donc, c'est un petit nombre de personnes, mais qui, elles, sont probablement insuffisamment prélevées. Ok, alors on a une question de Patrick qui fait remarquer qu'on peut a priori anticiper dès maintenant une aggravation importante des inégalités avec la crise sanitaire et socio-économique. Et du coup, qui te demande si, compte tenu des nombreuses contraintes politiques, économiques existantes, comme les taux actuels de prélèvement obligatoire, les capacités d'évasion fiscale des plus riches, etc. Est-ce que tu vois des pistes pour essayer d'enrayer cette hausse des inégalités fiscales notamment? Avec la crise économique actuelle. Ouais. Attention, je veux dire du bien de la politique de François Hollande. On a vu que suite à la crise de 2008, il y a eu un accroissement des inégalités dans les premières années et plutôt une réduction des inégalités au cours des années 2013, 14, 15 et qui s'est plutôt fait par la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité sur les ménages des catégories supérieures qui a eu tendance à resserrer les écarts et puis des petits coups de pouce sur les prestations sociales. Donc, en période de crise, en tout cas celle qu'on a vécue en 2008, le système socio-fiscal, il peut être efficace, il n'a pas été tout de suite, pour amortir les chocs de revenus. Ça marche si l'emploi revient suffisamment vite, parce que quand même la dégradation de l'emploi accroît fortement les inégalités. Dans la crise actuelle, si on prend une large majorité de la population, dans un premier temps, les inégalités ne se sont pas trop creusées, un petit peu peut-être, mais pas trop, parce qu'il y a eu des moyens considérables qui ont été mis en place via l'activité partielle notamment. Mais par contre, il y a une minorité de la population, mais extrêmement nombreuse, qui sont les personnes qui n'ont pas été couvertes et pour qui les revenus se dégradent extrêmement vite en ce moment. Et on ne sait même pas le mesurer en fait, parce que les statistiques ne vont pas aussi vite que la dégradation. C'est les personnes qui ne sont pas couvertes par l'assurance chômage ou grosso modo, c'est les personnes qui ne sont pas en contrat de travail. Et du coup, elles basculent tout de suite au chômage si elles en ont un, mais les droits s'épuisent vite, ou alors carrément pas au chômage et au niveau du RSA, etc. Et donc ça, c'est la première vague d'inégalité, c'est les gens qui perdent leur source de revenus sans filet de sécurité. La deuxième vague d'inégalité, ça va être l'augmentation du chômage, qui va être plus lente avec les plans sociaux, mais qui va venir aussi. Et donc, il y a différentes temporalités. Il y a vraiment la temporalité des confinements, il y a la temporalité juste après, des quelques mois qui suivent, et puis il y a la temporalité plus longue. Là, dans les temps où on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux avec des dépenses pas considérables en ouvrant le parapluie pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire en donnant accès aux moins de 25 ans au RSA, sans doute en augmentant aussi les minima sociaux et en mettant en place une assurance chômage vraiment de crise, en disant on couvre tout le monde, même si vous avez travaillé 2 mois, vous êtes couvert.
si vos droits sont épuisés, mais parce que vous êtes intermittent dans la restauration, vous savez, les extras dans la restauration, bah, on maintient vos droits au chômage même si le temps est écoulé, ce qui n'est pas fait aujourd'hui et ce qui va vraiment aggraver rapidement la situation. Pour la suite, pour un temps un peu plus long, sans doute que les pistes les plus intéressantes sont celles de régulation de la fiscalité internationale portées par Sez et Zuckman. Parce que tant que les entreprises ou les multinationales peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent ou mettre en concurrence, disons, les marchés du travail et les systèmes fiscaux nationaux, on court après quelqu'un de plus fort que nous. Donc là, j'ai la question de Jean-Éric au complet, donc qui n'était pas du tout celle que j'ai posée tout à l'heure. Je vais la lire parce qu'elle est un peu longue. Donc au sujet du rôle des exonérations de cotisations sur les bas salaires, on aurait le même effet redistributif si on les supprimait, on diminuait le SMIC pour éviter une augmentation du coût du travail et on compensait la baisse de salaire net par une augmentation de la prime d'activité ou du RSA. En procédant ainsi, on supprimerait d'ailleurs l'effet de trappe à bas salaire. Mais les exonérations de bas salaire permettent, elles, d'afficher un salaire net plus élevé, donc de réduire les inégalités de revenus primaires et donc le besoin de redistribution des revenus. Penses-tu qu'il est préférable de faire des exonérations pour faire moins de redistribution secondaire, quitte à avoir une trappe à bas salaire? Attends. Tu peux la relire. On aurait le même effet redistributif si on supprimait, on diminuait le SMIC pour éviter une augmentation du coût de travail, en compensant la baisse de salaire net par une augmentation de la prime d'activité ou du RSA. Je pense que je ne serais pas d'accord avec la proposition que propose Jean et Eric. Bon, d'abord, les salaires nets et les prestations sociales, elles n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Alors, on pourrait changer ça, mais aujourd'hui, elles n'ont pas les mêmes propriétés. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont attachés à un salaire, qui ne sont pas attachés à la prime d'activité, par exemple. Typiquement, les droits au chômage ou à la retraite ne sont pas les mêmes avec un salaire net et avec le RSA. Et de manière générale, la politique de baisse du coût du travail massive, j'ai un doute sur l'efficacité, mais en tout cas, j'ai une certitude, c'est qu'elle a été trop loin. Donc nous, on a exploré avec Clément Carbonnier, Bruno Palier, une autre piste qui consiste effectivement à revenir sur certaines exonérations, mais pas pour les compenser par la prime d'activité, mais pour dire on peut faire de la création directe d'emplois dans certains secteurs où il y a des besoins sociaux et où les ménages n'ont pas les moyens de payer, notamment la dépendance ou la petite enfance. Et donc, dire en gros, les exonérations de cotisations sociales, elles ont été mises en place pour favoriser l'emploi, mais il y a des zones vraiment de très forte inefficacité. Et donc, il vaudrait mieux les reprendre pour créer directement les emplois. Et même en étant extrêmement prudent, on créerait davantage d'emplois directs et en plus, on répondrait à des besoins sociaux. Mais bon, après, c'est des désaccords sur le diagnostic. J'en profite parce que j'ai vu un commentaire de Jésabel Coutelet-Soubiran sur les inégalités. Alors, je n'ai pas exactement le même mécanisme en tête, mais ce n'est pas contradictoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de la crise, les gens qui ont un patrimoine vont s'éloigner encore plus des gens qui n'en ont pas. Alors, Jésabel dit que c'est par le fait que les banques centrales rachètent des actifs, donc font monter la valeur du portefeuille des gens qui ont du patrimoine, ce qui marche tout à fait. Et puis, de manière plus générale, dans un bouclage macro, on a dit les Français ont beaucoup épargné. Les Français qui ont épargné, c'est les Français riches. Et ce qui génère leur épargne d'un point de vue macro, c'est la dépense qui a été faite pour soutenir le revenu des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de richesse. L'activité partielle, on a dépensé énormément pour maintenir le revenu alors qu'on ne créait pas de richesse. Et dans le bouclage macro, c'est ça qui va générer la capacité des ménages les plus riches à épargner. Et donc, il y a vraiment une question de génération des inégalités. C'est-à-dire que dans une économie qui ne crée pas de revenus, faire gonfler les patrimoines, quel que soit le mécanisme en jeu, c'est une vraie grosse question. Moi, j'ai tendance à penser avec d'autres que pas tellement être terrifié par la dette en tant que telle, mais par contre penser qu'il va falloir penser une politique de correction des gros patrimoines, ce qui était déjà le cas avant, mais qui risque en plus de grossir du fait de la crise. Et donc, à un moment donné, il va falloir faire un rattrapage et trouver un moyen de faire fondre ces patrimoines, et notamment cet enrichissement de crise.
Ok, merci. Allez, il reste 3 minutes. Isabelle propose la monnaie La hélicoptère. monnaie hélicoptère, oui. Et la dernière question, donc pour 3 minutes, qui est un peu une bombe, donc qui est de la part de Marjorie Galli, qui est notre collègue qui est avec ses élèves à Strasbourg, qui te demande alors quid du revenu universel et en particulier quel type de revenu universel pour réduire les inégalités. Et je me dis que peut-être de manière générale, quel regard tu portes sur les propositions de revenu universel. Je m'en vais. C'est trop dangereux de répondre à ça. Non, je plaisante. Bon, quid du revenu universel? Je ne suis pas complètement convaincu de la formulation de la question du point de vue où je me place, d'un point de vue recherche. Bon, d'abord, le revenu universel, c'est une expression qui a plein de définitions différentes, et notamment parmi les définitions différentes, le niveau du revenu universel visé n'est pas le même selon que vous êtes pour le LIBER, c'est-à-dire 500 € pour tout le monde, ou si vous visez 1 000 € ou même 1 500 €. Et le sens économique du tout n'est pas du tout le même. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis conservateur par nature, c'est-à-dire que j'essaye d'imaginer ce que pourrait être l'avenir en regardant le passé. Donc, du coup, je me prive d'imaginer des choses très différentes. Mais quand même, quand on étudie les systèmes sociaux nationaux, tout ce qu'on a vu, on n'a jamais une rupture où on prend tout d'un coup, où on met en place un énorme système d'un coup à un haut niveau. C'est-à-dire que soit on fait des petits ajustements successifs, et ça donne le système français, soit on met en place un système assez résiduel, et puis dans le temps, il gonfle. C'est un peu ce qui est arrivé, je ne sais pas moi, au système de retraite qui était assez faible et puis qui a mis 50 ans à monter en charge. Voilà, et donc revenu universel, on peut appeler plein de choses revenu universel. Dans la dernière campagne présidentielle, la dernière version du revenu universel, ça consistait à mettre en place un revenu minimum garanti pour les plus modestes et à dire aux autres, au fait, vous n'êtes pas au courant, mais vous avez touché le revenu universel, mais comme on vous a prélevé des impôts dessus, bah, vous ne l'avez pas perçu. Mais on vous l'a donné et puis on vous l'a repris. C'était la critique que faisait Thomas Piketty au revenu universel, avant de dire qu'il était pour, en changeant un peu la formulation, mais fondamentalement, il n'y avait rien qui avait changé. Une fois qu'on a dit ça, moi, il me semble que quand on regarde notre système social, il y a deux pistes extrêmement importantes qui peuvent aller dans le sens d'un renforcement du système actuel ou dans le sens du revenu universel et qui ne sont pas clivantes en elles-mêmes. La première, c'est l'évolution des minima sociaux, c'est-à-dire l'accès aux moins de 25 ans. C'est une discrimination par l'âge qui est très critiquable et qui ne correspond pas aux nécessités. Donc, le RSA pour les moins de 25 ans aux mêmes conditions que pour les autres. Une modification des minima sociaux qui génère une automaticité et une inconditionnalité, ce qui serait un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, il y a un contrôle des bénéficiaires, des allocataires du RSA et avec des menaces de radiation. Donc, automatisation. Une augmentation aussi des minima sociaux, parce que, un, on ne vit pas avec 500 € par mois, et deux, personne n'a jamais montré que c'était contraire à l'insertion. Probablement, en fait, au contraire, il faut augmenter les minima sociaux. Donc, renforcer les minima sociaux et en faire un vrai revenu minimum garanti. C'est-à-dire que si vous tombez en dessous, bah, hop, on vous remonte de manière automatique. Deuxième élément, notre assurance chômage, elle est à la fois forte et faible. Elle est forte parce qu'elle garantit une sécurité de revenus à beaucoup de salariés en cas de menace sur leur emploi, mais elle est faible parce que vous avez une personne au chômage sur deux qui n'a pas de droit au chômage et donc qui va, entre guillemets, tomber du côté des minima sociaux. Donc, la deuxième chose qu'on pourrait faire, et la crise pourrait être une occasion, c'est de renforcer la couverture chômage, d'en étendre l'éligibilité pour que ça soit une vraie sécurité en cas d'interruption du contrat de travail. Ça me paraît les prochaines étapes si on va dans un sens un peu de développement de l'État social. Et alors après, selon vos stratégies et vos options politiques, vous pouvez penser que ces étapes sont une étape intermédiaire pour le revenu universel ou alors sont simplement une évolution du système tel qu'il est. Mais juste en termes de changement de l'État social, l'accès aux moins de 25 ans, la revalorisation, l'automaticité et l'extension de l'assurance chômage, c'est beaucoup moins ambitieux que certaines versions du revenu universel. Et pourtant, dit comme ça paraît extrêmement ambitieux comme programme. Donc voilà, moi, je n'ai pas de commentaire personnel à faire sur le revenu universel. Je ne pense pas que ça soit
question pour les 5 prochaines années ou pour les 10 prochaines années, sauf à appeler revenu universel quelque chose qui n'en est pas un. Par exemple, le gouvernement a remis dans les tiroirs une réforme qui va revenir après les élections, qui consiste à fusionner les minima sociaux et à appeler ça revenu universel d'activité. Si on peint revenu universel sur une prestation ciblée, bon, on peut dire qu'il y a du revenu universel. Ok, et ben, écoute, merci beaucoup Mickaël. Tu as répondu à toutes les questions et ça t'apprendra d'avoir terminé plus tôt ta présentation parce que tu as eu presque 50 minutes de grand oral. Merci beaucoup en tout cas. Et Marjorie dit que ses élèves ont adoré. Donc, c'était quand même Merci. un bel indicateur de réussite. Donc, merci à tous. Bon après-midi, bravo pour votre stage et puis à une prochaine fois en vrai.